bonjour à tous. Je m'appelle Simon Joliveau, je travaille chez Tiga. Donc on a un stand dehors si ça vous intéresse de passer nous voir. Et je vais vous parler aujourd'hui de Product Discovery. Donc c'est un mot un peu barbare, vous vous demandez sûrement ce que c'est que cette chose. Et du coup, sans plus attendre, je vais vous expliquer ce qu'on entend chez Tiga par Product Discovery et c'est ce qui est communément accepté chez nos clients comme étant un enjeu pour demain. Chez Tiga, en fait, on subdivise toutes les compétences du product management, donc de la création de produits numériques, en trois grandes parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle Discover, c'est tout ce qui est en amont du développement, c'est-à-dire identifier les opportunités de marché et définir la vision qu'on va apporter pour répondre à ces opportunités-là. Donc c'est la première partie de la boucle. La partie Build, qui est aujourd'hui concevoir le produit et l'expérience. La plupart des conférences que vous allez voir aujourd'hui sont très axées sur la partie Build. C'est d'ailleurs le thème de la conférence, Build the Future. Et la troisième partie, c'est la partie Grow, qui est en fait faire croître le produit. Une fois qu'on a fait un beau produit, il faut acquérir des utilisateurs, il faut les faire rester, il faut leur donner envie de s'investir dans le produit. Donc là, je vais vous parler essentiellement de la partie Discover, qui nous concerne aujourd'hui, et qui est souvent quelque chose qui est assez mal fait chez nos clients et dans la plupart des entreprises. Autant sur la partie Build, il y a des progrès qui se font régulièrement, notamment grâce à l'Agile et aux nouvelles pratiques de développement, autant sur la partie Discover, on n'en est pas encore là. Donc qu'est-ce que ça recouvre en fait, la partie Discover? C'est essentiellement, en quelques mots, construire et tester des hypothèses. Donc une hypothèse, par exemple, si on prend l'exemple de Airbnb sur la location entre particuliers, première hypothèse, c'est en fait les gens ont besoin en vacances de loger dans des endroits qui sont un peu moins impersonnels que des hôtels. Ça c'est une première hypothèse. Il y a une hypothèse besoin, il y a des hypothèses solutions, qui est la solution apportée par Airbnb, une place de marché entre appartements et vacanciers. Ça, c'est une hypothèse de solution. Après, on peut imaginer qu'il y a des milliards de solutions possibles au problème donné, et on n'est même pas sûr que le problème qui a été donné en amont soit vraiment un vrai problème. Donc tout l'enjeu de cette partie Product Discovery, c'est de lister ces hypothèses-là et d'essayer de les tester, donc de valider le fait qu'elles soient réellement un problème ou une solution, et de les tester de manière la plus agile et la plus rapide possible, parce qu'on est tous d'accord qu'il ne s'agit pas de faire une étude de marché de 6 mois et puis 12 milliards de prototypes avant de valider, ok, on y va, quoi. Donc ça c'est bien beau, mais en vrai, pourquoi c'est très important de le faire? C'est que l'intuition, la plupart des gens raisonnent par intuition, notamment dans les startups ou dans beaucoup d'entreprises qui ont des idées et pas beaucoup de moyens pour les vérifier. Donc l'intuition, on est sûr que ça va être bien, mais en fait, c'est pas vraiment fiable, parce qu'il y a beaucoup de fois où on est persuadé d'avoir une très bonne idée et on se rend compte après l'avoir mise en place que c'était en fait très mauvais. Il y a aussi le fait que souvent on part de nos besoins personnels pour construire un produit. Il y a beaucoup de produits qui sont partis d'une expérience, une frustration, qui peuvent être des succès d'ailleurs, hein, comme Uber ou d'autres produits de VTC ou d'autopartage. Mais en fait, le fait qu'on ait un problème en soi ne veut pas dire que la majorité de la population a le même problème et qu'il y a suffisamment de gens qui partagent ce problème pour en faire un marché. Le troisième problème qui justifie de faire ce processus-là, c'est qu'en fait, la première solution qu'on a, même si on ne se trompe pas sur le diagnostic, on n'a souvent pas la meilleure solution en tête pour répondre au problème. Il y a beaucoup de produits qui sont des échecs parce qu'en fait, ils ont bien cerné un problème, mais pas du tout la solution qu'ils apportent et pas du tout celle qu'attendent les clients. Donc ça vaut le coup de se reposer cette question de ok, le problème est bien réel, mais est-ce que mon idée solutionne ce problème? Et la quatrième, qui est souvent ignorée, parce qu'on est dans un modèle en fait où de plus en plus on valorise croître très vite et lancer un produit très vite, au détriment de la logique économique qui est à un moment donné, il faut monétiser et gagner de l'argent. Mais ça vaut le coup quand même de se poser la question en amont de mon idée est bonne, elle est validée, mais est-ce qu'elle a du potentiel d'être soutenable d'un point de vue économique? Ce qui n'est pas le cas de toutes les bonnes idées, hein. Il y a beaucoup d'excellentes idées qui ne donnent pas vraiment lieu à des bons produits. En tout cas, des bons produits qui marchent économiquement. Et du coup, une fois qu'on a dit tout ça, ce qui paraît être du bon sens, en fait, ce qui se passe en pratique très souvent, trop souvent, c'est ça, c'est les gens partent d'un point de départ. Donc mettons-nous dans la peau d'un entrepreneur appelé Bernard qui veut lancer une nouvelle start-up. Donc il se dit j'adore les jeux de société, c'est son point de départ. Il a une idée qui est on va faire un réseau social qui va réunir les gens qui sont fans de jeux de société pour organiser des soirées ensemble, pour voilà, partager leur passion. Ça c'est son idée. Après il regarde un peu sur internet, il google communauté jeux de société et il voit qu'il y a un site qui existe déjà, c'est un vieux forum façon AOL, c'est moche. Il se dit on peut faire mieux, pas de souci. Et après, en général, ce qui se passe, c'est ok, on y va, on fait un prototype, on lance, on fait un MVP, et puis on met des centaines de milliers d'euros, voire des millions sur la table, et puis on verra après si ça marche ou pas, quoi. Donc on voit bien, là c'est hyper caricatural, mais même dans le cas d'entreprises déjà établies,
souvent on fait ce boulot une seule fois, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire qu'avant de lancer son entreprise ou son produit, on fait quand même un minimum d'études de marché. Mais après, une fois qu'on a le produit qui marche, souvent on se dit, bon ok, maintenant le truc il est lancé, on n'a plus besoin de réfléchir vraiment à ce qu'on fait et on repasse dans un mode très intuition de telle nouvelle feature, c'est ça qu'il faut parce qu'un tel me l'a demandé l'autre jour ou tel client m'a parlé de telle fonctionnalité, faisons-la. Et on oublie très vite de se poser ces questions-là. Donc on voit bien qu'entre l'idée et le on y va, là il y a tout un tas de choses qu'on pourrait faire qui ne sont pas faites dans la plupart des cas. Et nous, notre diagnostic, c'est pourquoi c'est mal fait ou c'est pas fait. C'est pour en général deux raisons. Soit parce qu'en fait personne n'est chargé de faire ça dans l'organisation. Donc on est dans le modèle par exemple d'une start-up, d'une grosse start-up ou même d'une entreprise où il y a un management très fort et où en fait la direction du produit elle est donnée en mode un peu dictatorial, en mode voilà, j'ai la vision, je suis fondateur, je suis responsable, c'est ça qu'il faut faire. Ça c'est un facteur qui explique qu'on ne prenne pas la peine de remettre en question ces idées-là. Il y a une résistance culturelle aussi parfois qui est liée à la peur de l'échec, c'est-à-dire qu'il vaut mieux reporter le plus loin possible l'échec potentiel, alors qu'avec cette méthodologie-là, on va très vite se rendre compte que 80% des idées qu'on a sont en fait mauvaises. Et du coup, il y a un biais naturel qui est de dire bah, je reste persuadé qu'elle est bonne, donc on va la faire quand même, plutôt que de se poser la question en amont de risquer l'échec. Donc on risque l'échec trop tard, et en général ça coûte plus cher que si on l'avait risqué avant. Et le deuxième critère, c'est parfois effectivement on a des équipes de développement ou des équipes Scrum ou Kanban, hein, donc il y a des UX dedans, il y a des PO, il y a des développeurs, et on leur confie ça en disant vous êtes responsable d'un périmètre de produit, vous allez aussi, tant qu'à faire, réfléchir à l'avenir du produit et aux nouvelles fonctionnalités, ce qui paraît logique. Le problème que ça a, cette approche-là, c'est que ça peut marcher dans certains cas, mais souvent on se rend compte que les équipes de développement, elles sont très le nez dans le guidon, y compris les product owners, ils sont très axés sur le build, sur construire des nouvelles choses, et ils ont assez peu de temps pour prendre du recul en parallèle et se dire ok, bon, j'ai ma roadmap, je suis déjà hyper chargé pour les 3 prochains mois, mais il faut que aussi que je pense à ce qui va arriver dans 6 mois, dans 9 mois. Donc c'est compliqué de s'extraire de ce quotidien-là. En plus, les équipes de développement et beaucoup de product owners sont en général très orientés construction de solutions, donc ils vont être très rapidement dans je teste quelque chose, je fais le produit, je teste et puis je vois après si ça marche, ce qui est une approche assez agile, mais pas du tout dans je teste avant de construire, en faisant du prototypage, en faisant des choses qu'on va voir après. Donc on teste après coup, ce qui n'est pas totalement satisfaisant. Donc nous, ce qu'on propose de plus en plus à nos clients et aux entreprises, c'est d'adopter de charger quelqu'un dans l'organisation de ce processus-là. Et ça peut être une équipe qui est dédiée, qu'on appelle Product Discovery. On peut débattre des termes, mais qui est composée de quelqu'un qu'on appelle un Product Manager et du UX, puisqu'on va voir que beaucoup de choses qu'on fait dans cette démarche-là sont des choses très UX, de prototypage, de test, d'empathie utilisateur. L'essentiel dans cette proposition-là, c'est de dire qu'il ne faut pas couper les équipes de développement de la vision client et ne pas reproduire en fait un modèle qui est quelqu'un d'en haut arrive en disant il faut faire ça pour dans 3 semaines et l'équipe de développement est totalement dessaisie des sujets. C'est bien l'idée d'avoir des gens qui sont chargés du discover mais qui vont s'appuyer sur les compétences des équipes et les idées des équipes pour alimenter leur propre processus. Pour que ce soit plus clair, en fait, je vais prendre un exemple pour montrer comment ça peut marcher dans la vraie vie. On reprend notre idée là, des jeux de société. C'est un réseau social pour amateurs de jeux de société. Donc mettons que on peut être dans le cadre d'une entreprise qui fait déjà du réseau social et qui se pose la question de faire un produit dédié ou une fonctionnalité dédiée à ce secteur-là. Du coup, en fait, ce qu'on va commencer par faire, c'est formaliser des hypothèses, comme on disait tout à l'heure, un use case. Donc ça prend souvent la forme d'un lean canvas ou d'un business canvas, c'est-à-dire on va se lister toutes les questions qu'on s'est posées et les réponses qu'on y apporte, en gardant en tête que du coup, c'est pas pour dire ok, voilà, lean canvas de ma feature, c'est ça, allons-y, on l'a construit, c'est plutôt de dire on va tester les hypothèses qu'on a mis dans ce lean canvas progressivement. Donc là, les hypothèses, ça pourrait être, déjà, il y a un besoin des gens qui jouent aux jeux de société de trouver des partenaires pour organiser les soirées jeux de société, ce qui n'est pas forcément évident. Et l'hypothèse solution qu'on a principalement, c'est ils ont besoin en fait d'un réseau social qui permet de trouver des gens qui partagent la même passion. Et après, il y a encore une troisième hypothèse revenu qui est les gens vont être prêts à payer, ou en tout cas à générer un usage récurrent qu'on pourra monétiser sur ce principe-là. Donc on liste tout ça dans un document. Et après, on part dans un processus qui va viser à tester une par une ces hypothèses. En général, on commence par faire des entretiens. Donc c'est là où il y a une dimension assez expérience utilisateur, assez UX. On va parler à des clients, donc on va aller à une soirée jeux de société, on va aller dans un magasin de jeux de société, on va avec un carnet en main, on va leur demander comment vous faites, comment vous organisez, c'est quoi vos besoins,
en allant très très loin, c'est-à-dire autour de la pratique du jeu de société. C'est pas forcément dans tester l'hypothèse, c'est aussi comprendre autour ce qui se passe, c'est pourquoi ils aiment les jeux de société, qu'est-ce qu'ils aiment dans les jeux de société. Donc on liste tout ça, on fait un maximum d'entretien utilisateur, et de tout ça on tire un outil qui s'appelle les personas, que vous connaissez peut-être, enfin probablement, qui consiste à faire des utilisateurs types. Donc une fois qu'on a parlé à un certain nombre d'utilisateurs, on va peut-être se rendre compte qu'il y a plusieurs typologies de fans de jeux de société. Il y a les fans purs et durs, par exemple, qui jouent toutes les semaines. Il y a des gens qui sont très spécialisés dans un certain type de jeu. Il y a des gens qui, en fait, ont une pratique assez solitaire du jeu de société, au sens où ils ne veulent pas jouer à plus de 3 personnes. Voilà, il y a plusieurs critères possibles. Et on va essayer de faire un peu le portrait robot de ces utilisateurs-là pour voir est-ce qu'on peut leur proposer quelque chose qui a du sens par rapport à leurs besoins. Ça, c'est l'outil Persona. Après, il y a un outil assez classique du design thinking et des méthodes Discover en général, c'est le brainstorming. Donc brainstorming, tout le monde connaît, des post-it, on colle des post-it avec des idées sur le mur. Mais l'important, c'est surtout de ne pas réfléchir dans le vague et de réfléchir à des solutions qui sont adaptées aux problèmes qu'on a vus. Donc c'est là où il y a plusieurs types d'ateliers qu'on peut imaginer, mais ce qui est de repartir des différentes problématiques qu'on a identifiées autour du jeu de société et réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire, comment, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est coûteux. Et c'est là où mobiliser les équipes de développement, mobiliser les product owners, les lead dev, les UX des équipes peut apporter de la valeur parce qu'eux, ils vont avoir probablement plein d'autres idées, de choses qu'ils ont depuis longtemps en tête, qu'ils n'ont jamais eu le temps de développer. Ils vont aussi avoir des insights sur est-ce que c'est possible ou pas, est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est faisable. Donc ça a du sens de le faire avec un maximum de profils différents. Et la quatrième dimension qui est trop souvent oubliée, c'est la partie business case. Alors ça fait toujours peur parce qu'on se dit c'est des tableaux Excel où on simule des tonnes d'hypothèses qui n'ont aucun sens alors qu'on n'a pas encore testé. Alors, oui, il ne faut pas non plus rentrer dans... il ne faut pas construire un business case Excel qui a 80 hypothèses. Par contre, il faut isoler en fait, les hypothèses principales qui vont impacter notre futur modèle. Si on se dit qu'on est sur un modèle publicitaire, des choses comme le taux de rétention, la fréquence d'utilisation du produit vont être importantes. Et du coup, ça vaut quand même le coup de se poser la question par rapport à la solution qu'on a prévue. Est-ce qu'on a le sentiment que ça va générer un usage récurrent et qu'à partir de quel type d'usage récurrent on peut imaginer être rentable par rapport au développement du produit. Donc c'est des business cases un peu simples qui permettent grosso modo d'évaluer la taille du marché. Il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire, c'est se poser la question de est-ce qu'il y a un marché au départ avant même de penser à monétiser. Et il y a des outils de market sizing assez simples qui permettent de dire quelle est la population aujourd'hui qui joue à des jeux de société en France, quel est le prorata de cette population qui va être intéressée par un outil digital, et sur ce qui reste là, qui utilisera notre application. Et avec un exercice très simple à base de 3 hypothèses, on peut très vite tuer beaucoup d'idées où on se rend compte que le marché est soit trop de niche, soit en fait pas adapté au modèle économique qu'on a envisagé. Donc, ce qu'on sort de tout ça, en fait, c'est l'idée de faire un prototype et de le tester, puisqu'on essaie de sortir de la logique de je développe, j'investis beaucoup d'argent et je vois ensuite ce qui se passe. Et un prototype, en fait, ça peut avoir plusieurs formes. Ça peut être le prototype qu'on connaît tous, c'est un prototype Marvel ou InVision qui est une sorte d'écran animé, un parcours utilisateur animé, qu'on va faire tester aux utilisateurs, qui coûte beaucoup moins cher évidemment à produire qu'un véritable service, et qui va nous permettre d'itérer avec les utilisateurs pour leur dire voilà, la proposition de valeur qu'on a pour vous c'est ça, est-ce que vous vous y reconnaissez, qu'est-ce que vous en pensez, comment ça vous parle, et ensuite soit de valider l'idée, soit de dire ok, il y a encore du travail. Mais on peut imaginer de faire des choses encore plus macro, sans rentrer dans vraiment du design d'interface. On peut très bien faire simplement une fausse page d'accueil du futur produit, qui, une fois qu'on a testé l'hypothèse du besoin et qu'on s'est dit il y a peut-être une proposition de valeur qu'on peut proposer, on met cette proposition de valeur en termes très marketing sur une page HTML. On met un petit bouton inscrivez-vous si vous voulez en savoir plus, et on mesure un petit budget d'AdWords en fait pour acquérir du trafic, et puis on mesure est-ce que ça transforme ou pas. Et ça permet de tester aussi plusieurs propositions de valeur, de dire peut-être qu'en fait il y a 3 ou 4 angles différents pour approcher le problème des jeux de société. Il y en a un qui transforme beaucoup plus, commençons par ce cas d'usage-là. Ça c'est un prototype plus qu'on appelle smoke test, qui consiste à faire comme si le produit existait et tester la réponse du marché à ce produit-là sans investir. L'exemple le plus célèbre, c'est une marque américaine qui s'appelle Zappos, qui faisait de la vente de chaussures en ligne. Et du coup, l'e-commerce, en fait, le gros problème, c'est la gestion des stocks, la gestion des flux, l'inventaire, etc. Donc ils ont dit, on va tester s'il y a un marché pour la vente de chaussures en ligne, tout simplement en faisant une brique très front d'un catalogue de produits. Et après, tout ce qui se passe, c'est qu'ils vont au magasin acheter la chaussure et ils la livrent eux-mêmes avec FedEx, un par un, à la maison, quoi.
Donc évidemment, c'est pas tenable très longtemps, mais c'est tenable suffisamment longtemps pour se dire, ok, il y a un truc qui se passe, et après on investit dans toute l'infrastructure, tout le back-end qui va bien. Ça, c'est l'idée du prototype. Et après, pourquoi on fait un prototype? C'est pour prendre une décision. C'est de dire, est-ce qu'on est sûr que c'est une solution qui vaut le coup d'être explorée ou pas? Il y a 3 choix possibles. Soit on se dit, on sent qu'il y a quelque chose, mais le prototype n'est pas encore la bonne réponse, et on repart dans un cycle de... On revoit des utilisateurs, on approfondit. Soit on se dit, ok, on y va, on est content. Soit, possiblement, on abandonne l'idée et on passe à autre chose. Alors le truc, c'est qu'effectivement, quand on décrit ça, ça peut très vite prendre beaucoup de temps, parce que les entretiens utilisateurs, c'est chronophage, parce que prototyper, c'est pas si facile que ça. Donc il y a quand même une question, c'est quel niveau d'effort on met pour ce processus-là. Donc l'idée, en fait, c'est que ça dépend du sujet. C'est un peu la réponse de Normand, mais il y a des sujets qui méritent qu'on y consacre beaucoup de temps, et d'autres qui peuvent être expédiés assez vite. Et en fait, comment on choisit ces sujets-là? C'est essentiellement le niveau de risque. C'est-à-dire qu'il y a des... En fait, il y a des idées où le niveau de risque est assez minime, soit parce qu'on est à peu près sûr, par rapport à l'expérience qu'on a déjà, qu'elles vont marcher, soit parce qu'en fait, elles sont peu coûteuses à réaliser, soit parce que, par exemple, d'autres concurrents le font, donc il s'agit de rattraper un retard, et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de se poser 1000 questions sur est-ce que c'est une bonne solution ou pas. Donc on va assigner un niveau de risque à chacune des hypothèses, et ensuite on va prioriser de tester ces hypothèses les plus risquées. Donc il y a des fois, ça peut prendre 1 mois, des fois 2 mois, des fois juste quelques jours. Et on va se focaliser en disant, bon, je suppose que le besoin, par exemple, il est clairement acquis, parce que j'ai lu 12 000 études sur la question déjà. Par contre, ma solution, j'ai encore des doutes, donc je vais focaliser là-dessus, et je vais faire peut-être un design sprint ou un prototype rapide sur des solutions que je vais tester. Du coup, dans l'équipe que je présentais de Product Discovery, il y a un rôle que nous on appelle Product Manager, donc qui peut avoir plusieurs noms en fonction des organisations, qui est cette personne qui va mener ce processus-là. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il doit être comme type de profil? Alors, il a une dimension qui est assez UX, donc parfois un UX peut faire ce genre de processus tout seul. Ce qui manque parfois, c'est la dimension un peu marché, la dimension business case, la dimension connaissance du fond du produit, qui n'est pas toujours le point clé d'un UX. Donc on suggère, en plus de la partie recherche utilisateur qui est là, qui a la capacité à comprendre l'utilisateur, empathie, technique d'interview, il faut avoir des compétences aussi qui sont des compétences de veille, donc une bonne capacité à suivre les marchés, les tendances techno, le genre de conférence qu'il y avait ce matin sur ce qui arrive plus tard, sur des chatbots, sur de la réalité virtuelle, sur toutes des technologies, machine learning, etc. Savoir démêler un peu les buzzwords, les trucs qui vont passer et ceux qui vont vraiment s'installer, ça c'est une capacité qu'il faut avoir. Et également une excellente connaissance produit, puisque cette personne-là, elle doit prendre des décisions qui sont informées par le produit tel qu'il existe aujourd'hui, par les fonctionnalités qui existent, et par une bonne connaissance du portefeuille. Voilà. Il y a beaucoup d'entreprises où il y a en fait beaucoup de produits différents qui font parfois un peu la même chose, et c'est le rôle de cette personne-là de dire c'est peut-être pas la peine de réfléchir à une nouvelle idée qui va rajouter encore de la complexité à un produit, alors qu'on peut réutiliser telle ou telle fonctionnalité d'un autre produit, tuer tel produit parce qu'en fait il est plus pertinent. Donc c'est quelqu'un qui a une gestion un peu de portefeuille de produits au sens très large. Donc ces gens-là, ils peuvent être des anciens UX, des anciens PO, ils peuvent être des business analysts, enfin, quel que soit le nom qu'on leur donne. L'idée, c'est qu'ils soient là pour essentiellement dérisquer les sujets de long terme. Et alors, il y a un risque en faisant ça, c'est du coup justement qu'on coupe les équipes de développement. Normalement, une équipe Scrum, elle doit avoir une boucle de développement qui est grossièrement build, measure, learn. Donc il y a toute une composante quand même de l'équipe qui est apprendre de ce qu'on a fait pour alimenter le backlog. Et du coup, l'idée, c'est pas du tout de dire, ok, arrêtez de réfléchir et confier tout ça à une autre équipe, c'est de dire, il y a une boîte à outils commune, qui peuvent être le prototypage, qui peuvent être l'interview utilisateur, et tout le monde peut s'en servir. C'est juste une question de granularité des sujets. C'est-à-dire que si on est dans des sujets de prospective, de R&D, de choses qui vont arriver dans très longtemps, c'est compliqué de sortir l'équipe de développement de son quotidien pour lui dire, réfléchis à ce qui arrive dans un an. En tout cas pas à plein temps, et du coup c'est plutôt quelque chose qui va être pris par la Product Discovery Team. Si c'est très risqué, idem, parce que si c'est très risqué, ça veut dire qu'il faut y investir du temps, et donc du temps qui ne se fait pas aux dépens de la mise en production de l'existant ou de l'amélioration de l'existant. Par contre, tout ce qui est dans l'optimisation, c'est-à-dire ça n'empêche pas l'UX dans une équipe de développement de réfléchir à améliorer son parcours sans cesse, de faire des entretiens utilisateurs. Ça n'empêche pas de traiter des sujets urgents si une équipe de développement a envie de prototyper la refonte d'un parcours qui doit sortir dans le mois suivant, évidemment, voilà, c'est pas
pas besoin de passer par une bureaucratie de prise de décision au-dessus. Donc c'est vraiment en fait une boîte à outils commune avec différents niveaux de risque et d'intervention. Et du coup, alors comment on fait vous allez me dire comment on fait pour mettre ça en place. Donc aujourd'hui, en fait, si vous n'avez pas d'équipe Discover comme ça peut arriver qu'il y ait des gens dans l'organisation qui soient déjà chargés de ça. Le premier point, c'est de s'appuyer sur les PO et les UX. En général, il y a dans toute entreprise qui fait du produit numérique, il y a au moins un PO et un UX. Ces gens-là, en fait, c'est des mines d'idées, puisque l'un construit le backlog du produit, l'autre est chargé de la vision utilisateur et de l'expérience utilisateur. Donc ils ont forcément des tas de choses qu'ils aimeraient faire, mais qu'ils n'ont pas le temps ou pas le mandat aujourd'hui d'exécuter. Du coup, on suggère de s'appuyer là-dessus et de leur dégager du temps, c'est-à-dire de dire, dans l'activité d'un sprint de 2 semaines, par exemple, il y a 80% qui est dédié à la création de story, au développement de story court terme, et on dégage du temps pour que ces gens-là aillent voir des utilisateurs, réfléchissent à des prototypes, brainstorm ensemble. Voilà, donc l'important, c'est de le matérialiser ce temps-là, puisque c'est toujours ce qui passe à la trappe par rapport aux urgences. L'autre idée importante, c'est de matérialiser le processus de Discover sous forme de management visuel, ou en tout cas conceptuellement, d'avoir on peut appeler ça des épiques, des features, en tout cas un niveau de granularité plus élevé qui suit son propre processus. La story, elle va être découlée en partie de ça, mais avant d'arriver à la story, il y a tout un tas d'étapes qu'on a passées brièvement avant, qui doivent permettre de dire la feature, on est sûr qu'il faut y aller, et ensuite on peut la découper en story. Et c'est quelque chose qui est assez... certains frameworks comme Safe le prennent en compte dans la partie Epic Owner, mais ils sont assez peu prescriptifs sur qu'est-ce qu'on fait. En fait, on est des épiques, comment on fait pour arriver à des stories. Donc là, nous ce qu'on propose, c'est de reprendre ce principe-là de quelqu'un qui dégrossit, dérisque les sujets, mais de lui mettre un board, voilà, un processus qui suit, qui permet de s'assurer que l'effort est bien dosé et qu'on arrive à quelque chose et qu'on ne stagne pas sur 50 sujets prospectifs en même temps. Le deuxième étape, du coup, c'est en fait, en général, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on se rend compte, c'est que la recherche utilisateur, elle est délayée partout dans l'organisation. Chacun en fait. Si on a 4 équipes de développement, chacune va aller voir les clients séparément. Les UX, bon, ils vont se parler, mais voilà, il n'y a pas vraiment de rationalisation. Et du coup, il faut mettre en place un espace de rationalisation qui peut être des communautés de pratiques UX, qui peuvent être des réunions récurrentes de partage de la vision utilisateur. Il faut aussi rationaliser les tests, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un panel de bêta-testeurs qu'on sollicite tous les 2 jours pour des problématiques complètement différentes. Il faut à un moment donné que quelqu'un dise « Ok, vous voulez tester telle proposition, moi aussi j'ai celle-là à tester, organisons-nous pour faire une session commune ». Donc il y a tout un tas de rationalisation à faire et de partage d'informations. Et du coup, là, ce qu'on suggère, c'est de commencer à monter, si ce n'est pas déjà fait, des communautés de pratiques qui vont permettre de mutualiser la recherche et de commencer à documenter au maximum ce qui est fait, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui se perdent dans les entreprises, notamment sur l'utilisateur, beaucoup de mauvaises conceptions aussi. Et donc, voilà, mettre en place une instance et un mode de partage de l'information. Et la troisième étape, qui est du coup la vision cible, c'est de créer un rôle dédié, parce que nous, on est convaincus qu'en fait, sur le long terme, ce n'est pas les mêmes compétences entre un PO et un PM. Et si c'est les mêmes compétences, c'est-à-dire que c'est une personne qui peut faire tout ça, ce qui arrive, elle n'a matériellement pas le temps et l'énergie de faire bien la partie delivery et la partie discover. Donc on suggère de créer un rôle dédié qu'on appelle comme on veut, nous on l'appelle product manager, et qui permet d'éviter de sursolliciter les équipes de développement, de mettre en place la vision de long terme. Et ça peut se faire de plusieurs façons, mais une façon logique serait de découper en périmètre fonctionnel le produit et de dire il y a des personnes qui se partagent le produit en termes de fonctionnalité et qui sont chargées de toute la roadmap très long terme et les sujets stratégiques sur cette partie du produit, en lien toujours avec les équipes de développement et les product owners. Parce que un des grands points de douleur de certaines implémentations de Safe, par exemple, c'est qu'en fait les gens se sentent dessaisis au niveau de l'équipe de delivery, des questions stratégiques, qui paraissent arriver toujours un peu trop tard, en mode voilà, vous n'avez rien vu, mais on a eu cette idée-là et on est persuadé qu'elle est bonne, il faut la faire dans 2 mois, alors que personne n'a été consulté avant, personne n'est prévenu. Donc si on veut le faire bien, il faut aussi solliciter les gens à bon escient et leur donner l'impression de participer aussi au processus. Enfin, pas que l'impression, les faire participer au processus. J'ai fini ma présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Ne vous bousculez pas. Au niveau du coût, comment on
explique ça? Comment on explique le retour sur investissement? Au niveau du coût, en fait, c'est une pente de la plupart des entreprises de vouloir chiffrer en amont le coût que va avoir le développement. Et donc dans le développement, on inclut aussi cette partie-là. Nous, notre proposition là-dessus, c'est de dire c'est très difficile de savoir combien ça coûte tant qu'on n'a pas réfléchi à comment on le fait. Donc d'une part, on ne raisonne pas en termes de coût de développement. Par contre, le coût de cette phase de discover, il peut être justement time-boxé, c'est-à-dire on se dit, on se laisse, comme c'est du capacitaire, on a une équipe qui est dédiée, donc on se laisse X semaines. Ça représente le coût que je suis prêt à investir pour valider l'idée. Et une fois que j'ai validé cette idée, là on peut se poser la question d'estimer un coût de développement et de retour sur investissement, puisqu'on a une idée quand même plus claire de comment on va le faire, du story map, éventuellement des fonctionnalités, et on peut faire une macro-estimation avec une équipe de développement qui donnera une idée du coût de développement. C'est toujours un peu approximatif, mais... Oui, il y a plusieurs approches de risque parce qu'il y a plusieurs types de risques déjà. Après, le modèle de priorisation par les risques, il dépend vraiment de l'organisation. C'est-à-dire qu'il y a des organisations ou des produits pour lesquels la sécurité est un impératif hyper important. Et du coup, toute phase de discover comme ça va inclure une problématique de sécurité de manière systématique. Il y a d'autres modèles pour qui la sécurité n'est pas le facteur le plus important et le retour sur investissement, par exemple, en est un. Voilà. En termes de matrice? Ce qu'on fait en général, c'est pas très sophistiqué, hein, c'est une sorte de matrice qui a inspiré un peu la méthode de Kano pour les stories, qui peut être un risque que je ne peux pas laisser passer, c'est-à-dire si je me trompe sur ce sujet-là, c'est rédhibitoire. Et il y a des choses, il y a des risques que je peux laisser passer, donc à moitié, et il y a des choses où je suis prêt à prendre le risque parce que le retour sur investissement ou la valeur que je peux en tirer est conséquente. Donc on peut faire des paquets en fait, de fonctionnalités ou d'hypothèses à tester qui sont comme ça. Après, il n'y a pas une méthode plus pertinente qu'une autre, hein. Je pense que c'est vraiment... ça dépend vraiment de la complexité aussi des risques, parce que le tout, c'est de ne pas passer plus de temps à se poser la question de qu'est-ce qu'on fait que de le faire. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'une approche assez simple, le temps que je vais mettre à dérisquer par rapport à l'importance du risque, me semble d'en suffire dans beaucoup de cas. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont faciles à dérisquer et importantes, on les fait tout de suite. Il y a des choses qui sont compliquées à dérisquer et peu importantes, on ne les fait pas. Et il y a des choses entre les deux, et c'est celles-là qu'on fait dans un second temps. On peut faire des choses beaucoup plus sophistiquées, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait toujours une valeur. Pour la vision à long terme, c'est schématiquement, moi, je mets plus de 6 mois. Parce qu'en général, un backlog de un backlog de product owner, il prépare les quelques sprints à l'avance, c'est-à-dire si on se met dans un sprint de 2 semaines, 3-4 sprints, il est dans une horizon de 2 mois, quoi. Et tout ce qui arrive après, c'est toujours en flux, en mouvement. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui s'assure à chaque instant que les priorités qui vont arriver dans 3-4 mois, c'est bien la meilleure chose qu'on pouvait faire à l'instant T. Le product owner, lui, est chargé de s'assurer que ce qu'on travaille maintenant et dans le futur proche apporte le plus de valeur. Cette personne-là, c'est dans un horizon de 6 mois. Et pourquoi 6 mois? C'est aussi parce qu'il est dans une logique aussi de prospective, c'est-à-dire qu'il va tester beaucoup de choses qui ne vont pas se matérialiser et qu'il faut se laisser le temps d'avoir tous ces échecs pour tomber sur l'idée qui va vraiment faire. Du coup, s'il se positionne dans un délai trop court, il va y avoir un problème d'alimentation du backlog parce que on peut tester 3 idées pendant 2 mois, aucune des 3 n'est pertinente et du coup on se retrouve après qu'est-ce qu'on fait quand il a le moment de développer quelque chose. Donc 6 mois, ça me paraît minimum. Après il y a des innovations de long terme qui nécessitent je sais pas, des partenariats, des rachats, des fusions d'entreprises, etc., qui peuvent aussi être portées par ce processus-là, qui est de dire on ne sait pas faire ça, mais on pense qu'on a identifié telle ou telle entreprise qui pourrait le faire, qui prennent du temps à se négocier, et c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir du long terme. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Mais, c'est aussi pour ça qu'on pense que c'est pertinent de le sortir dans une équipe à part, c'est qu'on prend l'approche aussi trottinette plutôt que construire de manière waterfall. Mais l'idée, c'est aussi de déterminer le niveau de détail dans lequel on va dans ce processus de discover. Parce que l'idée, c'est pas d'arriver après ça avec un plan à 5 ans sur la fonctionnalité au pixel près. Mais à 1 an et demi, c'est des plans à 1 an et demi, mais c'est surtout des plans qui sont sous forme de story map, par exemple, qui peuvent être de dire, ok, on a testé 3 prototypes, on pense qu'il faut faire d'abord ça, puis ça, puis ça, mais on est tout à fait persuadé qu'on va commencer par faire la partie 1 du plan. On n'est pas sûr de faire 2 et 3, mais c'est pas grave, puisqu'on est sûr que la partie 1, elle est pertinente. Ce qui aurait été la question qu'on se poserait si on avait donné ça à une équipe agile, elle aurait fait la même chose, sauf qu'elle l'aurait fait de manière beaucoup plus rapide, parce qu'elle n'a pas le temps de se poser ces questions de est-ce qu'on le fait autrement, est-ce qu'on achète une entreprise, est-ce qu'on fait un partenariat. De rien. Bon, merci.